et bienvenue sur Se Regarder Voir. Je suis Trémor Balbous, coach, facilitateur et formateur. L'intention profonde qui m'anime est de favoriser l'émancipation de chaque être humain en contribuant à l'évolution de notre qualité de conscience. Pour ça, au travers de ce podcast, je t'invite à te regarder voir et te voir regarder le monde qui t'entoure en présence. Aujourd'hui, avec mes deux invités, nous explorons l'idée que se regarder voir est déstabilisant, challengeant. Cette idée a émergé d'une conversation avec mes deux invités, Jean Trudel et Freddy Mallet, au cours de laquelle Freddy évoque l'idée que ce que nous cherchons à faire, l'offre que nous cherchons à développer, à proposer autour du framework OPI de Jean, est une proposition de valeur confrontante. Au cours de cet épisode, vous verrez que nous parlons de système, d'homéostasie, d'altérité, d'intersubjectivité, de réflexivité, de tout un tas de concepts qui transpirent au travers et que nous utilisons au travers à la fois de se regarder voir et de ce framework OPI, Organizational Performance Inquiry, développé depuis des années par Jean. Avant de rentrer dans la conversation, n'oublie pas de liker cet épisode, de t'abonner sur PodCloud ou sur ta plateforme préférée, sur YouTube aussi, et de t'inscrire à la newsletter. Tu peux le faire sur seregardervoir.com, se-regarder-voir.com, et tu recevras à chaque nouvelle parution l'article et ou l'épisode associé. Passons tout de suite à notre conversation. Je te souhaite une belle écoute et une belle introspection. Bonjour et bienvenue sur Se Regarder Voir, Jean et Freddy. Je suis super content de vous retrouver. Et ce que on propose, c'est qu'on démarre rapidement par un petit check-in. Comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui? Dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous vous présentez ce temps qu'on va passer ensemble? Bonjour Tremor, bonjour Jean, et merci Tremor là de nous donner ce temps de partage là tous ensemble. Pour le check-in, je peux commencer si c'est ok pour toi, Jean. Je peux commencer, puis je peux partager, suite à la lecture d'un livre de Fabien Olicard, c'était cet été. Je crois que c'était Votre temps est infini, mais il en a écrit plusieurs. Et puis, c'était un ami proche là qui me l'avait conseillé. Et suite à la lecture de ce livre, ça m'a donné envie de définir quels étaient un peu mes piliers de vie, en fait, les choses qu'il faut que jamais je n'oublie et que je respecte, liées à ma manière d'être, en fait. Et dans ces piliers, en fait, il y a l'intimité, la créativité et la liberté. Et ce matin, j'ai vécu un beau moment d'intimité. Donc, en termes de check-in, ouais, ça m'a ressourcé, là, ce beau moment d'intimité. Donc, je crois qu'en termes de check-in, c'est le mot qui me vient en tête, c'est apaisé, pour démarrer cette vidéo podcast. J'espère que je le saurai toujours à la fin du podcast. Moi, pour ma part, j'arrive du Canada, donc il est 7 heures le matin. Donc, c'est assez tôt quand même. J'arrive touché de participer à la conversation. Je suis touché de te voir arriver ce matin, Freddy, aussi naturel. Donc, c'est un peu intimidant hein, de savoir qu'il y en a d'autres qui vont écouter notre conversation. Ça m'arrive pas souvent. Donc, j'arrive enthousiasme. Pour ma part, j'ai une forme d'excitation qui est présente. On a eu de nombreuses fois des conversations et de nombreuses fois on a dit « Ah, mais si on avait enregistré
ce qu'on vient de dire, ça aurait pu être cool, on aurait pu revenir dessus. Et puis bah là, aujourd'hui, on a cette occasion-là. Et donc, ouais, j'arrive avec le plaisir, l'anticipation du plaisir que je peux avoir habituellement quand on a des conversations ensemble. Et puis l'excitation que ce soit, que d'autres puissent profiter et de voir ce qui va en émerger. Et d'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose, merci à toi, Tremor, d'avoir créé cette occasion, parce que là, pour le coup, ça a été extrêmement émergent. Tu as juste écouté une intuition, tu nous as jeté une bouteille à la mer, on l'a saisie avec Jean, on se retrouve ici. La structure va être émergente de cette discussion, donc merci là, de nous offrir cette opportunité. Merci. Je proposerai tout à l'heure que justement on donne un peu de contexte de comment c'est quoi le point de départ de cette conversation-là. Mais avant d'aller là, peut-être l'un et l'autre vous présenter brièvement aux personnes qui nous découvrent et qui vous découvrent. Peut-être Jean, et puis on va jouer au ping-pong, si tu veux bien y aller, Jean. Ouais, Qui le es-tu? thème émergence, pour moi, c'est un beau thème pour te présenter. Ça me fait penser. C'est drôle, c'est on veut être soi, puis des fois ça fonctionne pas. Hein. Des fois on arrive, on est soi, puis tout d'un coup quelqu'un réagit pas comme je pensais qu'il était pour réagir. Donc ça peut insécuriser, ça peut te questionner sur ta propre cohérence, si tu veux. Et donc est-ce que mon émergence, ma spontanéité, mon impulsion souvent peut générer plus de tort que de bien, ou est-ce que je peux être pas compris? Donc pour moi, je pense que j'ai été influencé par un moment en particulier à l'école secondaire. C'était très rapidement, on était à un concert, puis j'étais avec un ami, puis il sortait sa gomme, tu sais, puis je trouvais ça drôle. Puis j'avais une raison pourquoi je trouvais ça drôle et je riais avec lui. Et à un moment donné, je lui dis, pourquoi tu riais? Puis il riait pour quelque chose de complètement différent, mais les deux, on était convaincus qu'on riait pour la même chose. Et j'étais tellement déçu cette fois-là que je pense que ça a affecté le reste de ma vie. Mais comment est-ce qu'on sait si on rit pour la même chose, ou si on pleure pour la même chose, ou si on est fasciné par la même chose pendant qu'on a la conversation? Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai toujours resté assez fasciné par, mais est-ce qu'on se comprend? Hein? Et plus tard, ça a été, mais est-ce que je me comprends? Donc, je dirais que tout le long de ma vie, à un moment donné, dans ma quarantaine, j'ai poussé l'enveloppe un peu, puis j'ai décidé de vraiment participer dans des communautés qui se posaient la question, mais est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu te comprends? Puis, comment on fait pour faire une forme de réflexivité on the fly pendant que je te parle? Et, euh, et je pense que c'est une chose, une mission de vie. Donc, je pense que c'est la meilleure façon que je peux me décrire, c'est la fascination de rester authentique, de maintenir une cohérence, si tu veux, intégrée, donc, tu sais, walk the talk, si tu veux, et d'être même conscient de l'orientation que j'ajoute à ces convictions-là, c'est cette forme de cohérence que j'ai, de conviction que je sais de quoi je parle finalement, et tout le monde devrait m'écouter. Hein, donc, tu sais, moi, ça, c'est le besoin de respect de soi et des autres, et de trouver un équilibre là-dedans qui est pas évident du tout pour moi. Nice. Merci. Eddie, qui es-tu? De mon côté, qui je suis, et c'est marrant parce qu'en fait, ça fait écho à ce regarder voir là. Quelles lunettes j'ai envie de prendre là maintenant pour me voir, pour me présenter. Enfin, que j'ai envie de prendre, ou que mon cerveau m'impose de prendre là maintenant. Peut-être deux moments importants en fait dans ma vie. Le premier moment, ça remonte très très loin. J'avais 14 ans.
je devais faire une rédaction et dans cette rédaction, en gros, je disais qu'un jour, j'arriverais à faire piloter ma mobilette à la voix. Ça avait beaucoup, beaucoup marqué ma maman qui n'arrête pas de me reparler de ça, en fait. Et j'en reparle parce que chez moi, il y a une énergie de je trouve tout, en fait. Il y a une énergie de création, et c'est quelque chose que j'essaye désormais de mieux respecter. Et ce Géo trouve tout, il y a un moment donné, ça a amené en partie à co-créer une société qui s'appelle Sonar Source, qui a rencontré un certain succès là dans le monde de la qualité logicielle. Toute cette première partie de vie néanmoins très fixée, c'est-à-dire que j'avais toujours les mêmes lunettes sur les yeux. Et cette aventure s'est arrêtée, et elle s'est arrêtée parce que j'ai bien pris conscience que j'avais toujours les mêmes lunettes sur les yeux et qu'il y avait une forme de fixation dans la manière dont j'opérais. Et pourtant, j'y mettais des termes comme agilité, organisation à plat, etc. Mais j'étais avant tout dans une fixation sur un modèle auquel je croyais et que je croyais bon pour tout le monde en plus. Et puis dans la foulée de cette fin d'aventure Sonar Source, j'ai notamment eu l'opportunité de rencontrer un gang dont vous faites partie, de participer à un événement que vous appelez la Grande Terrasse, là, qui a été un moment un peu marquant pour moi, parce qu'à un moment où tout d'un coup on apprend à déconstruire, dans la bienveillance, déconstruire ses croyances, déconstruire, reconstruire, et déconstruire encore, et se questionner. Et je crois que si je suis aujourd'hui ici à participer à cette vidéo podcast, c'est grâce à ce deuxième événement important dans ma vie. Merci. Ça fait la transition en fait avec ma prochaine question qui est le podcast s'appelle Se regarder voir et se voir regarder d'ailleurs. Et je suis curieux de ce que signifie cette expression pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous se regarder voir en fait? Qu'est-ce que vous associez à ces trois mots? Je saisis la balle au bon. Je saisis la balle au bon et je reprends la métaphore des lunettes. Parce que pour moi, se regarder voir, c'est prendre conscience en fait de la paire de lunettes qu'on a sur le bout du nez, paire de lunettes qui amène à voir les choses telles qu'on peut les voir, telles qu'on a envie de les voir, mais tout ça ne tient que de la projection par certains côtés, et prendre conscience que tout ça est relatif en fait, et souvent relatif à son propre système. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de pub, mais toujours chez Sonar Source, j'avais eu l'opportunité de rencontrer Bénédicte Garel, qui a été ma première coach en entreprise, et qui est peut-être bien la première personne qui m'a aidé à prendre conscience du fait que j'avais des lunettes en fait par rapport à ma propre organisation, mon propre système. Et donc ça, c'est à titre individuel, et puis se regarder voir, ça peut être également à titre collectif en fait. Comment en tant que groupe on fonctionne, quel est tout le système de valeurs qu'on a en commun,
qui est bien souvent totalement inconscient, implicite, et de nouveau qui est un système qui est par définition relatif, quoi. Et prendre conscience de cette relativité-là, ça me semble important. Et le framework, notamment dont tu es en grande partie l'auteur, Jean, sur OPI, là, ça a été pour moi un deuxième outil en fait pour apprendre à se regarder voir, mais se regarder voir cette fois-ci au niveau organisationnel et plus simplement au niveau individuel. Hmm. Moi, ce qui est monté pendant que tu parlais, Freddy, c'est je me suis attrapé pour la première fois, puis ça semble assez simpliste ce que je vais dire, mais c'est très profond. C'est comment ce que je regardais et comment je me regardais regarder était filtré par mes besoins inconscients, si tu veux. C'était comme si, à quelque part, j'avais un besoin tellement fondamental qui n'était pas rencontré, que pour une raison ou une autre, ça obscurait toute une dimension de ma participation. Et je donnais beaucoup de pouvoir à des gens qui avaient justement cette qualité-là je projetais qui me manquait. Et donc, j'étais incapable de participer complètement parce qu'il y avait toujours un petit côté de moi qui me cachait, qui était obscuré à moi-même finalement. Et donc, avec toute cette participation-là et de cette sincère besoin d'être authentique, si tu veux, et de recevoir les autres, il y avait un malaise qui était toujours présent, qui devenait de plus en plus fatigant même. Tu sais, c'était gênant. Ça m'empêchait d'être qui je voulais être ultimement. Et quand quelqu'un me disait il faut que tu laisses aller, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et je pense que ça me guide. Ça me guide, ce petit bonhomme-là qui est toujours sur mon épaule, qui me dit que tu es authentique. Est-ce que tu es intègre dans ta participation? Et pour moi, si j'ai été en mesure de laisser aller juste un petit peu, assez, pour continuer à participer en sachant que ça ne sera jamais réglé finalement, cette affaire-là. Tu sais. Et donc, c'est un paradoxe, hein? C'est je veux être intègre, je veux être authentique, et je sais que chaque moment change la configuration de cette manifestation-là, si tu veux. Mm. Et si du coup, ça m'évoque quelque chose, ton partage, Jean, parce qu'en parlant de besoins, en effet, la prise de conscience de ces besoins personnels qui drive finalement ensuite la plupart de nos comportements. Et une de mes découvertes trop tardives que je peux partager, c'est et puis que je vous ai partagé déjà à tous les deux, Trémeur et Jean, c'est que moi, dans mes besoins, y avait le fait de faire plaisir aux gens, en fait. J'étais ce qu'on appelle un people pleaser. Alors, je suis toujours par abstinence, hein, parce que comme tu le dis, Jean, ces besoins-là, on les éteint pas définitivement, mais au moins on peut les apaiser, en fait. Et, euh, et ce people pleaser, il avait sa face brillante et puis sa face beaucoup plus sombre, en fait, pour ne pas dire presque toxique, hein, parce que quand on écoute, quand on répond à ces besoins-là sans en prendre conscience, ça peut nous amener à avoir des comportements qui sont ô combien inadaptés, quoi, et ô combien non respectueux des autres, quoi. Voilà. Juste pour donner un exemple de besoin, par exemple chez moi, dont j'ai pris conscience sur le tard, en fait. Mhm. Et
continue avec ce que vous avez évoqué là sur ce que ça représente justement ce regarder voir. Et pour moi, il y a ce côté, ces besoins-là, ils sont difficiles à en prendre conscience tout seul. Et moi, ce que j'aime dans la dynamique, au-delà de l'idée de se regarder voir, qui pour moi, c'est un petit peu comme avoir un espèce de drone qui s'observe, où on est soi-même le drone et on observe on s'observe, mais à la fois dans nos actes, mais aussi dans les pensées et comment elles se construisent. Mais tout ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça se révèle quand on est ensemble, en fait. C'est-à-dire quand je projette justement ces besoins qui sont encore inconscients sur les autres et que avec les gens qui sont en face, quand on fait cette pratique-là collectivement, me renvoient justement et m'aident à prendre conscience et à visualiser, à percevoir ces besoins. Pour moi, toute la dynamique, elle se situe là aussi justement dans ce regarder voir, et c'est pas quelque chose que je vois que je peux faire tout seul. D'où aussi l'intérêt de faire des rencontres comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que en mettant en commun la compréhension qu'on a d'un moment, d'une expérience ou d'un phénomène quelconque, c'est là où je vois que j'arrive à me rendre compte des lunettes que j'ai sur les yeux un peu plus que tout seul dans des réflexions ou dans des formes d'introspection peut-être un peu plus simples que j'ai pu avoir à certains moments. Donc c'est partie du jeu pour moi, cet aspect collectif dans la pratique. Ouais, puis c'est un très très bon point parce que il est tellement facile de se perdre tout seul dans l'introspection. Et tellement facile en plus tout d'un coup de se raconter une histoire et d'arrêter de se voir se raconter une histoire. Alors que quand on est à plusieurs dans la bienveillance, c'est plus facile d'assurer le cadre là. Ouais. C'est plus facile et c'est plus difficile parce qu'on a tous une définition de la bienveillance et ça se répète, hein? Donc c'est un fractal finalement. Tais-toi, Jean, tais-toi, Jean. Est-ce que l'un Et d'entre l'autre vous... chose qui est montée, c'est tantôt tu parlais de déconstruction, puis à un moment donné, je parlais à quelqu'un que je respecte beaucoup, puis il m'a suggéré, Jean, il dit, tu pourrais peut-être remplacer le mot déconstruction par redéfinition. Et pour moi, ça m'a pris presque un an à saisir. Au début, c'était, bon, une autre nuance qui est inutile, hein. C'était comme, il m'offre un autre mot qui veut dire la même chose, finalement. Pour éventuellement relire certains textes que la personne avait écrits sur le sujet pour m'apercevoir que c'était une nuance qui était importante finalement, que je ne saisissais pas. Et sans rentrer dans la définition du mot, c'est que ce que j'ai compris, hein, puis si je relisais le texte, je pourrais peut-être comprendre d'autres choses encore, une nuance que j'ai manquée, qui est fascinant. Donc, tu lis quelque chose, tu le relis 10 ans après ou 5 ans après, puis tu comprends pas la même chose du tout, et pourtant, il y a une cohérence dans les deux. C'était que une déconstruction ou un reframe, si tu veux, ça semble garder les mêmes lunettes. Et la redéfinition, c'est que tu es en mesure de regarder ta déconstruction et ton reframe d'une façon qui est plus entière, qui est plus whole, si tu veux. Tu vois ça comme un système de pensée qui soutient une cohérence, ma cohérence. Et donc, quand tu as parlé de déconstruction, tantôt, c'est absolument vrai. C'est la première étape de déconstruire, mais tu déconstruis quoi finalement? Et si ma compréhension est correcte de ce que tu viens de partager, Jean, c'est dans redéfinition, il y a cette notion d'atteindre un nouveau niveau d'abstraction en fait. C'est quelque chose de plus englobant qui potentiellement d'ailleurs prend en compte la manière dont tu fonctionnais avant, quoi. Et c'est fascinant, hein, Freddy, comme tu sais, tu utilises le mot abstraction de façon tellement générative, je trouve. Mais pour moi, on me dit, t'es beaucoup trop abstrait, Jean. Donc, c'était un problème, une abstraction. Même, c'était tellement un problème que j'ai passé plusieurs années de ma vie à me faire dire, t'es pas embodied.
Tu vois, alors que c'est pas nécessairement vrai. J'ai vu plus tard dans ma vie que l'abstraction peut être une bodied. Donc, c'est quand même fascinant, tu sais. Et effectivement, j'aime beaucoup les abstractions. On va découvrir ça dans la suite de la conversation, je pense. Ouais, ouais. Je, Je crois je qu'on suis l'a. presque prêt à mettre ma main au feu. Mehdi, tu voulais... Non, non, je vais dire, ça a déjà transpiré peut-être pour Hmm, les auditeurs là. hmm. Ouais. Est-ce que l'un d'entre vous veut peut-être clarifier justement le point de départ de la conversation? Quelle est l'expérience vécue plus tôt cette semaine ou la conversation, pour être plus exact, vécue cette semaine sur laquelle j'ai rebondi et qui nous amène là? Et j'ai l'impression que en partageant nos points de vue, c'est justement un des aspects de trouver le point de départ de cette conversation ensemble. Qui fait partie de notre pratique habituelle, c'est-à-dire mais d'où on part dans la conversation, sur quoi on se base. Et donc, si l'un d'entre vous est partant pour se lancer, j'avoue qu'initialement, je me dis, je vais faire le frame et tout L'intro. du truc. Et puis, en fait, je me dis, non, ça a pas de sens que ce soit forcément moi qui le fasse. Donc, je vous lance la balle. Je crois que j'ai commencé la dernière fois, donc si tu as envie de démarrer, Jean, comme tu le souhaites. Ben écoute, moi, ce que ça me tentait de faire tantôt, c'est que je me suis dit, mais je vais introduire Freddy parce que c'est lui qui est arrivé avec l'expression qui, moi, je vais juste compter ce qui est arrivé après. C'est, tu dis une phrase et c'est comme, mais c'est ça. Tu sais, mais ça fait quoi? Ça doit faire comme, comment ça fait d'années, là, 4 ans qu'on se connaît puis qu'on cherche. Mais de quoi qu'on parle? Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire avec qu'est-ce qu'on fait finalement? Comment est-ce qu'on le nomme? C'est quoi les obstacles, etc. Et tu dis cette phrase-là que je vais te laisser dire tantôt. Mais moi, Proposition. je quitte notre conversation, puis je m'en vais voir ma copine, puis je suis d'un enthousiasme. Je lui dis, mais Freddy, il a dit quelque chose qui finalement a fait lander. Ce que je cherche, ça fait comme des années, puis comment ça te fait que c'est arrivé si simplement, finalement? Et donc, je te laisse introduire que tu as dit tout spontanément, qui a eu une influence sur moi et je pense surprenamment parce que tu écrit un courriel après, hein? Et ça avait l'air comme tout simple. Donc, je voulais le cadrer, si tu veux, avant que tu en parles. Impact. Super, merci Jean. Et donc l'expression, puis ensuite je vais donner le cadre dans lequel cette expression a surgi, puis elle a surgi en effet naturellement, c'était pas préparé. Tout d'un coup, j'ai qualifié une proposition de valeur de confrontante. Donc j'ai dit, mais notre proposition de valeur est confrontante. Et le contexte dans lequel c'est arrivé, c'est donc j'ai mentionné le terme OPI. Tu pourras d'ailleurs peut-être introduire par la suite, Jean, qui est un framework justement qui permet de la réflexivité sur la manière dont on fonctionne en organisation. Et on recherche depuis quelques mois, voire quelques années, un moyen d'instancier ce framework-là en un produit qui pourrait rencontrer son public. Et moi, j'arrive avec un background produit parce que j'ai eu le rôle de directeur produit dans plusieurs sociétés. Et puis là, on est dans mon domaine à moi. Donc, dans mon domaine à moi, et puis avec des mots très classiques, hein, c'est bon, bah, quelle est la proposition, quel est le problem statement, donc le problème qu'on cherche à résoudre, quelle est la proposition de valeur par rapport à ce problem statement, quel est le persona, voilà, c'est le framework hyper classique. Et à chaque fois qu'on en arrivait à quel est le problème qu'on cherche à résoudre, ben là, on était en grande difficulté, voire en grande souffrance, parce que autant on est convaincu de la solution,
et de la valeur de la solution pour les gens qui l'adopteraient, qui l'épouseraient. Autant quand on en est à OK, mais quel est le problème qu'on cherche à résoudre? Eh ben régulièrement, c'est un petit peu page blanche. Et d'ailleurs, ça, c'est un problème que j'ai rencontré par ailleurs sur d'autres projets beaucoup plus classiques où on a une très bonne idée de proposition de valeur, sauf que quand il s'agit de énoncer le problème, ben là, c'est plus compliqué. Or, le problème est cœur. C'est-à-dire que si on ne répond pas à un problème ou à un besoin qui est conscientisé à un instant T par les personnes qu'on cible, quelle que soit la qualité de la proposition de valeur, ça va être quasi impossible de vendre ou de faire adopter sa solution. Et donc, une partie de la discussion portait sur cette grosse difficulté à énoncer le problème. Et puis dans la foulée de cette discussion, je disais, et en plus, ce qui est super compliqué, c'est que notre proposition de valeur, elle est confrontante. Et par confrontante, ce que j'entendais, c'est que quand on adopte réellement cette démarche, il y a un avant, il y a un après. C'est-à-dire que on cherche pas à atteindre un optimum de fonctionnement dans un cadre qui ne bouge pas. Quand on adopte une démarche comme OPI, le cadre général de fonctionnement va être, pour reprendre l'expression de Jean, va probablement être redéfini en fait. Et donc, si je reprends un terme que j'aime bien en analyse systémique, ça va très probablement changer l'homéostasie de l'ensemble du système. Et c'est pour ça que je disais que c'est confrontant en fait. Et qui est réellement prêt à changer son homéostasie quand globalement ça fonctionne. C'est-à-dire que on est prêt à changer son homéostasie uniquement face à l'urgence, quoi. Parce que quand l'urgence n'est pas là, quand il s'agit pas de survie, c'est très compliqué déjà à titre individuel de changer son homéostasie, mais alors en groupe, donc un système complexe qui change son homéostasie, c'est compliqué. Et c'est ce qui était sous-entendu derrière proposition de valeur confrontante. Wow. Et attendez, petite, bien entendu que ce que je dis là, c'est l'histoire que je raconte après coup, parce que quand je dis proposition de valeur confrontante, en aucun cas j'ai ça en tête. Alors peut-être bien que c'était intuité, peut-être bien que mon intuition a suivi ce raisonnement-là, mais j'en sais foutre rien. Et là, ce que je suis en train de jouer, c'est une histoire a posteriori à laquelle je crois sincèrement. je la partage en toute honnêteté, mais ça reste une histoire là. Ouais, et puis moi, la chose qui a fait déclencher dans les minutes ou les heures qu'on suivi le message que je vous ai envoyé, la bouteille à la mer dont tu as parlé tout à l'heure, c'est vraiment ce truc qui est resté pour moi, parce qu'on en a dû se parler 1 heure et demie, un peu, je sais plus exactement combien on était dans la conversation, comme ça. Et c'était plutôt en fin de conversation, et quand t'as commencé à évoquer, bah oui, pour moi, il y a eu un avant et un après la découverte. Puis tu l'as rappelé. Là, t'as parlé de la grande terrasse. Juste pour nommer, la grande terrasse, c'est finalement une retraite qu'on organisait. Je sais pas si je l'espère, on organisait d'autres prochainement, mais dans laquelle la totalité du contenu était émergente et où on se donnait du temps justement pour pratiquer ensemble ce qui nous donnait envie de pratiquer à ce moment-là. Mais si je reviens à cet aspect-là, c'est que tu évoquais dans la conversation rapidement, en fait, il y a eu un avant et un après la découverte de ces moments-là. Le après, il est complètement différent et j'aurais du mal à le définir.
Et c'est là où rapidement derrière, t'es venu justement, c'est ça qui rend la proposition de valeur confrontante parce que, et puis là, tu viens de le réexpliquer avec d'autres mots, cet aspect d'homéostasie, ainsi de suite. Et je dirais, moi, ce qui est pas évident, c'est que aujourd'hui, je le vois moi aussi, je cherche constamment à me stabiliser dans une certaine forme de cohérence, en fait, à avoir, quand j'ai trop de dissonance, trop d'anomalies qui viennent perturber mon mode de réflexion, ou mes idées, mes croyances, je me sens déstabilisé. Mais d'embarquer volontairement dans une pratique où je vais rechercher à être déstabilisé, pour rechercher à intégrer de plus en plus d'anomalies en fait par rapport à la cohérence existante. Tu as nommé un autre mot, je crois, pour homéostasie, d'une certaine manière. Hein. Et avant, en plus, avec une intention de générativité pour le futur, c'est-à-dire de considérer que chacun de ces mouvements-là, de ces gestes-là, de ces paroles, crée le potentiel de quelque chose qui, dans le futur, va être encore plus généreux, positif, permettre une forme de santé au sens très, très large du mot de moi, mais aussi du monde qui m'entoure. C'est là où j'ai vraiment réalisé, OK, mais dans quel mot on parle de ça quand aujourd'hui, la société, elle est plutôt à nous mettre dans une dynamique de te pose pas trop de questions, plutôt dans une dynamique de simplification de tout ce qui peut être simplifié. Je lisais encore ce matin un post sur LinkedIn d'une personne qui disait mais simplifiez votre offre, simplifiez votre conversation, simplifiez votre message, et ainsi de suite. Alors que nous, on fait un truc qui est dans l'ordre d'aller chercher la nuance, d'aller chercher le petit truc qui en plus est déstabilisant. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait aussi prendre conscience quand tu as nommé l'aspect confrontant. Je me suis dit, waouh, et on a mis le doigt sur quelque chose. Et de voir à la fois l'excitation que ça a généré pour moi et les questionnements. Je me suis dit, il faut qu'on aborde ça ensemble et qu'on explore ce truc-là parce que ça touche vraiment à quelque chose qui est dans l'ordre de se regarder voir, justement, qui est vraiment au cœur de tout ça. Là. Ah, ça me fait penser, ce que tu dis, pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à un moment donné lorsque j'essayais de relier le mot empathie et compassion et de faire une distinction entre les deux et que ce que je nommais une empathie, c'était rien d'autre qu'une projection sur qu'est-ce qui était mon besoin sur l'autre finalement. Et j'appelais ça l'empathie. Donc, j'étais empathique. Mais l'empathie, et si on accepte, écoute, c'est un concept qui est énorme, là, mais je vais le simplifier. Si on dit que l'empathie, c'est être capable de se mettre dans les chaussures de l'autre. Hein. Je sais pas si ça se dit en français, mais Parfait. Ouais. C'est pour faire ça, je pense que c'est, premièrement, je sais pas si c'est possible. Hein. Est-ce que c'est même possible de se mettre dans les chaussures de l'autre? Moi, j'accepte que probablement pas. Du moins, je suis pas bon à le faire. J'aimerais ça être capable de le faire, mais je suis pas bon. À chaque fois que je pense que je l'ai fait, en particulier avec ma copine, qui est très intime, je manque mon coup. Et à un tel point où je pense que j'ai commencé à décider d'arrêter d'essayer, finalement. Je suis vraiment pas bon. Mais ce qui vient après, c'est cette fameuse compassion. C'est l'action d'avoir saisi l'empathie, si tu veux, et de penser que tu es pertinent pour l'autre. Et donc, pendant que tu parlais, ça me ramenait à ce moment-là où j'ai réalisé, mais tu sais, ce mot-là, empathie, c'est un des mots, je pense, qui est extrêmement challengeant, surtout quand tu penses que tu l'as saisi et que tu es capable de le pratiquer et que tu es capable de l'imposer à l'autre. Imposer ta définition à l'autre de qu'est-ce que ça veut dire. Alors là, on va diverger un petit peu, mais je participe à cette divergence là, mais parce que ça me ramène à se regarder voir, parce qu'en effet, l'empathie, c'est quelque chose qui est vraiment à double tranchant en fait, parce que là,
quand on fait preuve d'empathie, euh, euh, on est quand même, comme tu l'as dit, hein, en train de se projeter sur ok, qu'est-ce que l'autre est en train de vivre, etc. Et qui on est pour rentrer dans la tête de l'autre, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui peut être extrêmement violent, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de chances de se planter, en fait. Et de nouveau, j'ai cité une fois l'analyse systémique, je vais la citer une deuxième fois, mais quelque chose qui m'a marqué quand j'ai été formé à l'analyse systémique, c'est le fait de s'interdire de penser à la place de l'autre, en fait. C'est-à-dire que l'autre se comporte d'une telle manière, il doit avoir plein de bonnes raisons, et ne pas avoir la prétention de rentrer dans sa tête pour parce que là on rentre dans plein de spéculations, etc. Et je trouve que une position qui peut être très très propre, c'est juste de respecter l'altérité. La personne se comporte comme ça, pense ça, pour plein de raisons qui m'échappent. Par contre, je le respecte et en face de ça, j'ai mes propres besoins, mes propres envies que je respecte également. Et puis après, il s'agit de trouver la bonne distance, le bon équilibre, etc. Et sans tomber dans le relativisme en plus avec ça. C'est quand même... Ouais, c'est de préserver une forme de curiosité à double sens, en fait, tourner à la fois vers soi, de qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon expérience, qu'est-ce qui pourrait déclencher des choses, qu'elles soient, j'allais dire positives ou négatives, mais agréables ou désagréables dans ma propre expérience du fait de l'autre. Et puis aussi, toujours tourner vers l'autre, c'est-à-dire comment est-ce que je peux être curieux d'essayer de saisir qu'est-ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois pas, qu'est-ce qui est de l'ordre plus concret, qu'est-ce qui est de l'ordre de quasiment énergétique ou enfin, en tout cas invisible comme ça. Ouais, pour moi, ça fait vraiment. Tu mets le doigt sur quelque chose, dit avec ces éléments-là. Et pour revenir sur ce que tu partageais, Tremor, j'aime beaucoup, voire je préfère à ce que je partageais, tu vois, en termes d'histoire, là, le fait de dire que la proposition de valeur confrontante, c'est une proposition de valeur qui t'amène volontairement à faire émerger et à voir les anomalies. J'aime beaucoup cette définition-là, quoi. Et moi, par rapport à ce moment, à cette conversation en début de semaine, il y a un des trucs, t'as pointé ce avant-après. Je suis vraiment curieux de la manière dont tu définirais, enfin, dont tu contrasterais, justement, tu mettrais tu distinguerais entre ce avant et ce après. Qu'est-ce qui, moi, j'ai nommé des choses par rapport à mon expérience de la pratique, mais qu'est-ce qui, pour toi, et en même temps, je te cache pas que je me dis, mais peut-être qu'il y a quelque chose là, en explorant ça, peut-être qu'on peut saisir, en fait, finalement, où se situe le truc, en fait. Ouais. Ok. Alors, bien évidemment, là, c'est freestyle. Mais si les choses qui me viennent en tête, c'est d'abord une adaptabilité beaucoup plus grande. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le perçois. Hein, de nouveau, hein, on parle de l'histoire que je me raconte à moi sur le avant-après, mais cette sensation qu'avant, je pouvais avoir des modèles. D'ailleurs, on me surnommait des fois le sanglier. J'avais ma face sanglier. C'est-à-dire que, bon, quand je voulais un truc, j'y allais, quoi. Je l'utilise toujours un petit peu, cette force, de temps à autre, mais moins, en fait. Et l'adaptabilité, c'est-à-dire que, justement, se regarder voir, quoi. Enfin, j'adore cette expression. Ok, pourquoi je fais ça? Est-ce que je le fais pour des bonnes raisons? Sachant mes drivers profonds,
Est-ce que je suis juste en réaction à des drivers, à des émotions? Oui, non. Est-ce que c'est pertinent, porteur de sens? On en revient au pays et si moi j'aimerais beaucoup à un moment donné que tu nous fasses une petite introduction à OPI courte, hein, mais une petite introduction, Jean. Donc me regarder voir dans le cadre professionnel et personnel pour faire preuve de beaucoup plus d'adaptabilité et ensuite appliquer ça. Donc d'abord l'appliquer à soi-même, hein, c'est une première règle d'hygiène, et puis ensuite essayer de l'appliquer quand même un tout petit peu à l'organisation. Le respect de euh, le respect de l'autre et le respect du système en règle générale. Alors, désolé, troisième mention, analyse systémique, mais en analyse systémique, il y a une phrase clé c'est qui est client de quoi? À partir du moment où quelqu'un n'est pas client, il n'est pas client. On s'arrête là. On va pas dépenser de l'énergie à le convaincre de quoi que ce soit. Éventuellement, on peut passer de l'énergie à essayer de le rendre client, mais tant qu'il n'est pas client, on arrête, on respecte et puis on identifie éventuellement des gens qui sont clients, donc plus acteurs du changement, etc. Euh, donc le avant-après, c'est ouais, j'utiliserai le mot adaptabilité parce que agilité, je ne peux plus le voir, mais adaptabilité à titre personnel et organisationnel par rapport au système dans lequel j'évolue. Hmm. Ouais, ça semble difficile d'essayer d'identifier justement le système, donc à nommer le système que tu veux influencer. Hein, donc, l'approche systémique, c'est excellent, mais souvent le système est euh, déjà pris pour acquis finalement. C'est que le cours est dans un système pour parler de systémique. Donc, est-ce qu'on est capable de nommer le système qui nomme systémique? Et donc, effectivement, ça reste challengeant parce que si on regarde Thought as a System, hein, il y a plusieurs philosophes qui ont parlé de ça. Euh, Vraiment, c'est tu regardes à ta propre façon de penser comme étant un système que tu as pris pour acquis comme qui était. Donc, tout ce qui est systématique à l'intérieur du système est suffocant parce que ton système de limites, si tu veux, est stagnant. Et je pense que tu en as parlé, mais je pense que j'utilise d'autres mots pour dire la même chose que tu as dit au milieu du podcast où tu parlais. Et cet intérêt-là, je pense, c'est le client qui nous intéresse et c'est le client qui va t'intéresser à nous. Profite de ce moment parce que tu as justement t'as évoqué plusieurs fois le mot Freddy, et puis Jean, tu viens de parler un petit peu justement du système et puis de la conversation autour de le définir et ainsi de suite. Et OPI est, je crois, à la fois un framework et un système qui cherche à se définir et qui se questionne et autres. Et prenons peut-être quelques minutes, comme Freddy disait, ça fait des années qu'on se questionne à propos de ça, mais est-ce que tu arriverais à nous faire une proposition en quelques minutes, en quelques phrases de ce que c'est, de l'intention que ça porte, euh, ce qu'on a nommé plusieurs fois OPI, et donc peut-être juste étendre un petit peu même au-delà des trois lettres, qu'est-ce que ces trois lettres portent? Après toute la conversation, on dirait que je me sens un peu plus équipé ou pertinent à essayer. Ce qui me fascine, c'est tout au long des derniers 10 ans, disons, ce que j'ai rencontré comme besoin, surtout dans le domaine d'agilité, si tu veux, c'était ce besoin d'être authentique, d'être vrai à ton expérience directe, si tu veux, de qu'est-ce qui se passe dans la salle, dans le moment, et d'honorer ça. Et, et je pense que c'est vraiment le point de départ.
C'est à n'importe quoi dans quoi tu vas vouloir définir ensemble collectivement quelque chose, que ce soit le système, que ce soit le produit, que ce soit le processus, que ce soit le contexte, que ce soit le contenu qui est pertinent pour nous. Et là, on essaie d'exprimer, on essaie de partager avec d'autres cette expérience unique qui est authentique avec tout ton bagage depuis que tu es né, au moment où tu as l'expérience que tu as, que tu veux honorer finalement et que tu es limité parce que tu n'as même plus les mots pour l'exprimer non plus en plus. Donc, tu prends les mots que tu as besoin, hein, ou que tu connais, ou que tu penses que tu as besoin. Et là, tu essaies de l'apporter dans une forme de didactique, tu essaies de le communiquer. Et si j'avais à dire que OPI et la matrice, c'était honorer ça et en même temps honorer le besoin de l'intersubjectivité, c'est de communiquer cette expérience-là, mais d'ajouter un troisième élément qui est d'expliciter la convention que tu infliges ou que tu imposes à tout le monde. Maintenant que j'ai eu cette expérience-là et que je vous ai dit qu'est-ce que c'était de façon authentique, voici les règlements, voici les lois, voici les conventions qu'on doit honorer afin de rester cohérent, qui finalement devient un système. Et là, c'est de dire, bon, mais quel est ce système-là qui finit à apparaître ta pensée finalement? Et là, tout d'un coup, tu es invité à penser à ta pensée, qui inclut les conventions que tu penses qui devraient devenir des lois pour rendre un monde meilleur, si tu veux. Alors que tu commences à réaliser que les mots que tu as essayé d'utiliser pour expliquer ton expérience directe, encore une fois, manquent le point finalement, parce que les autres l'ont pas interprété comme tu pensais que tu voulais le faire vivre. Et là, tout d'un coup, tout s'écroule. Puis tu dis, mais où je commence la prochaine fois pour refaire la même chose, qui est mon besoin d'exprimer authentiquement ce que je pense qui pourrait être génératif pour la collectivité. Et à force de continuer à tourner en rond là-dedans et de réaliser finalement qu'il y a toujours des limites à notre expérience personnelle, comment on communique cette expérience-là de façon authentique avec les mots qu'on connaît probablement pas pour en parler, et en plus de passer à, bon, ben, on s'est entendu à ça maintenant, on respecte tout ça afin de réussir. Je dirais que c'est l'histoire d'OPI en réalisant avec une certaine humilité qu'il y a beaucoup de monde avec toute leur expérience authentique, là, puis personne n'a vraiment les mots pour en parler. Et donc, on est loin d'avoir des lois qui sont explicites et qui sont bien compris, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Peut-être pour nommer OPI, ça, c'est pour Organizational Performance Inquiry. Et finalement, ce qu'on évoque souvent, c'est l'aspect d'essayer d'avoir un langage, un pattern de langage qui permet au moins de faire émerger ce système-là, de le questionner. Et quand on parle de Organizational Performance Inquiry, c'est organizational au sens des organisations auxquelles on peut contribuer, mais c'est aussi l'organisation du système of thought dont tu parlais, dont tu parlais tout à l'heure, en fait. Et là où, objectivement, aujourd'hui, je sais pas si c'est objectif, mais en tout cas, le regard que moi je peux avoir, c'est que donc, ce qu'on pourrait nommer comme le mainstream business, c'est beaucoup tourné vers l'extérieur, vers l'organisation en tant que quelque chose extérieur. Et il y a finalement assez peu de considération sur le système de pensée interne et collectif qui contribue à la création de ce système extérieur. Les lois, tout l'aspect législatif, tout l'aspect économique, toutes ces choses-là émergent de la pensée humaine, en fait. Et ne sont que, pour reprendre l'expression de Jean, ne sont que intersubjectivité. Donc, ne sont que concept ou valeur. Ah, on a perdu Jean.
Là, c'est pas de l'intersubjectivité. Là, c'est réel, en fait. On a perdu Jean. Il va revenir. Je vais juste... Et prendre conscience de... D'ailleurs, pour info, j'ai découvert ce mot intersubjectivité dans le Homo sapiens, une brève histoire du temps. Ça a été mon principal... j'allais dire insight, c'est pas beau d'utiliser un terme anglais. À la lecture de ce bouquin-là, c'est à quel point, en fait, on prend pour acquis des choses qui sont des concepts purement virtuels, mais sur lesquels on s'est accordé. Donc, une devise, le capitalisme, la religion, tout ça, c'est de l'intersubjectivité, quoi. Et prendre conscience, en fait, de cette construction-là au sein d'un système qui est l'organisation, tout d'un coup permet d'accueillir peut-être beaucoup plus simplement, simplement, c'est pas le terme qui convient là, parce que mais sereinement éventuellement les anomalies, pour intégrer ces anomalies et faire, pour reprendre une nouvelle fois le mot de Jean, une redéfinition plutôt qu'une reconstruction. Donc ouais, Homo sapiens, une brève histoire du temps là sur l'intersubjectivité. C'est, je sais pas combien de fois le mot est utilisé, mais j'ai l'impression de l'avoir vu sur quasiment toutes les pages, quoi. Et j'ai l'impression que justement la proposition de Jean, parce qu'un des outils dans le framework, c'est la matrice dont on la nomme souvent comme la matrice. Pour ceux qui nous écoutent et qui les connaissent pas, c'est imaginer un tableau à double entrée et qui permet justement de naviguer dans différents concepts qui sont interreliés et puis de se positionner en cherchant ce qui est en anglais on dirait meaningful, mais ou porteur de sens pour nous, pertinent pour nous. Et donc ça rejoint cet aspect de ça m'est utile, c'est porteur de sens, c'est pertinent, qui est vraiment le cœur de, finalement j'ai l'impression, ce que chaque être humain cherche en permanence. Et puis là, l'invitation, c'est de se poser la question à déterminer, mais quelle est cette pertinence, d'où vient-elle, comment se manifeste-t-elle pour moi, mais dans le collectif, et de se mettre d'accord. Et ça peut être aussi bien utilisé pour définir qu'est-ce qu'on met dans un meeting d'équipe qu'on fait tous les 2 jours, que de se donner un espace de réflexion totalement émergent. Et ça permet de se localiser, en fait, de se dire, OK, là, il y a des anomalies qui sont là, je suis pas en mesure, je me sens pas capable ou prêt à intégrer et à accepter ce challenge qui arrive. Et voilà. Et ce langage, finalement, hyper simple qui est présent dans la matrice, il nous aide aussi de temps en temps à nous orienter dans la conversation, à nous rétablir, à nous retrouver finalement sur un point, sur des points communs, et de recréer constamment ce point de départ dont je parlais tout à l'heure, que le point de départ de la conversation, c'est ce qui s'est passé l'autre jour, et à chaque instant, en fait, le plus près possible du moment, de revenir au point de départ qui permet finalement le prochain segment, ou la prochaine décision, le prochain move collectif, en fait. Et pour rebondir sur ce que disait Jean, qui nous a entre-temps rejoint, quelque chose qui, moi, m'a au départ perturbé, en fait, dans ma pratique d'OPI, parce que, en effet, autant j'ai cité l'analyse systémique, autant l'analyse systémique, on est justement sur des boundaries qui sont totalement fixés à l'avance. De nouveau, pour reprendre tes mots, Jean, quand tu fais de l'analyse systémique, tu es plus dans la reconstruction que dans la redéfinition. Je crois que c'est vraiment ça, en fait. Alors que quand on est dans la pratique d'OPI, oui, pour moi, on est toujours dans une recherche de niveau d'abstraction supplémentaire qui va intégrer quelque chose qui fonctionne déjà plus ou moins, les anomalies, pour que ça soit encore plus
je sais pas, respectueux. Je sais pas si respectueux c'est le terme qui convient en fait, mais et ce qui m'a perturbé, c'est qu'en fait, quand on est dans cette démarche au pays, ben on est en permanence à l'écoute des anomalies. Donc, à peine a-t-on cru saisir un pattern, à peine croit-on est arrivé et à se dire c'est bon. Là, j'ai compris. On a atteint le point d'équilibre, le fameux homéostasie dont je parlais. Que tout d'un coup, pouf, il y a des nouvelles anomalies qui émergent. Mais ça fait partie de la pratique, quoi, que d'être dans cette démarche de redéfinition un petit peu permanente. Je dirais que au-delà de la pratique, moi, je suis arrivé à la croyance que finalement, c'est ça la vie, et que ce qu'on nomme être la pratique, ou ce que permet finalement, ce qu'on essaye de déterminer comme étant la pratique, c'est d'accepter au plus près ce que la vie nous offre versus tenter de se conformer à des cadres qui nous sont imposés. Ou On s'impose nous-mêmes. Ouais, qu'on s'impose nous-mêmes, ou auquel on accepte de s'imposer, de dire bah je suis salarié, et puis ça fait des années que des gens se battent pour cadrer exactement ce que c'est que le salariat, ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est que le truc, alors qu'en réalité la vie enfin la vie au sens très large du mot, hein, elle est constamment, c'est quelque chose de constamment émergent qui se redéfinit, qui vit des cycles, qui ainsi de suite. Et finalement, il y a comme si en permanence on essayait de lutter contre pour s'apaiser, pour se donner peut-être de la clarté ou une illusion, moi ce que j'appelle l'illusion de contrôle, et de réussir à se convaincre qu'on a un certain contrôle, là où finalement ce qu'on nomme la pratique depuis tout à l'heure cherche pour moi à me rapprocher le plus près possible d'être sensible à tout ce qui est en train de se passer et de réussir à l'intégrer pour constamment me réadapter et constamment être en connexion avec ce qui est en train de se passer, avec les personnes, avec ce qu'on est en train d'essayer d'accomplir, et puis de le saisir vraiment en fait. Et je pense que là il y a un truc à ce niveau-là qui rend la chose un petit peu, enfin pour moi, je vais parler vraiment là, un petit peu effrayante, un petit peu tourbillonnante même des fois, parce que finalement, c'est de se rendre compte que je saisis rien, je comprends rien. Dès que j'ai l'impression de comprendre quelque chose, ça s'évapore, et ça c'est assez déstabilisant, je trouve. Et je comprends pourquoi beaucoup de gens essayent de rester justement dans quelque chose. Tu vois, le livre a dit que, alors je continue à faire tel que le livre a dit, mais écrire un livre à propos de ce qu'on fait, je sais pas si c'est réellement possible, parce que chaque idée rend la précédente obsolète, et chaque phrase et ainsi de suite. Donc, la distinction, tu parlais d'abstraction, c'est que c'est ce cheminement en fait entre, pour moi, hein, l'intégration d'expériences qui sont hyper concrètes. Quelqu'un me dit quelque chose, je fais un geste et j'ai un retour ou une perception de ce qui se passe, que je suis capable justement d'intégrer dans quelque chose qui pour le coup est abstrait, parce que c'est justement ce système de pensée, et ça va, pour moi ça va au-delà de la pensée, c'est ce système même somatique. Enfin, on parle souvent de body, speech and mind, mais c'est vraiment cette globalité qui est touchée. Et donc il y a quelque chose d'abstrait, mais en même temps ça redevient hyper concret quand mon prochain geste ou ma prochaine parole ou ma prochaine façon de manifester auprès des gens, elle est transformée, impactée par cette dimension-là. Et moi, j'ai des fois un peu cet aspect-là, cette impression de vivre un peu dans je sais pas si c'est dedans, en dehors, ou quelque part avec la matrice de Matrix, là, c'est ce côté où, ouais, pour vivre, je fais tu sais, j'accompagne des organisations, je fais du coaching, et en même temps, comment est-ce que je peux aller intégrer cette pratique-là? Jusqu'où est-ce que je peux rencontrer les gens? Sans rien imposer, qu'est-ce qu'ils sont prêts à apprendre? Et si je coach quelqu'un, comment je respecte
autant que je peux la personne. Tu parlais tout à l'heure justement dans son altérité, dans où elle est, qui je suis pour. Bah, tu vois, moi, ça me questionne beaucoup, même depuis longtemps, sur ce que je fais, et ça m'amène à essayer de développer une grande humilité par rapport à ce que je fais, ce que je connais, ce que je comprends. J'ai surtout l'impression de rien comprendre, en fait. Et Ce en qui est même temps, fascinant, vraiment, c'est que au pays, finalement, c'est juste un nom que j'ai trouvé pour essayer de nommer, finalement, ce que j'aspirais faire de mieux en mieux, finalement. Mais à hmm, l'intérieur de ça, il y a l'outil qui s'appelle la matrice. Et la matrice, c'est un 3 par 3. Une matrice peut avoir un 4 par 4, un 5 par 5, ça finit pas. Mais disons que tu dis, OK, on va faire un 3 par 3. Déjà là, on a un challenge. Mais dans le 3 par 3, il y a 9 espaces. Et là-dedans, on pourrait dire qu'il y a un milieu, hein, parce que tu sais, tu as 3, 3, 3, 3, 3, 3. Puis là, tout d'un coup, tu as un milieu. Puis ton milieu, tu sais, en anglais, il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, j'utilisais en anglais le mot pertinent. Et il dit, c'est comme, quand tu me dis pertinent, Jean, il dit, j'ai pas l'impression que c'est ça que tu essaies de me dire. Il dit, tu essaies de me dire relevant. J'étais là, ah, il y a une différence parce en français, il y en a pas de différence, hein. hmm. Et en anglais, il y a une différence et ça m'a fasciné quand il m'a dit ça. Parce que dans le fond, la matrice, si tu commences dans le milieu, avec toi-même, ton expérience directe de qu'est-ce que tu penses qui est pertinent, relevant, et à partir de là, tu dis, est-ce qu'on peut faire la même chose avec la collectivité? Est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'organisation? Est-ce qu'on peut faire la même chose avec la nation? Est-ce qu'on peut faire la même chose avec la planète, avec l'humain? Mais l'humilité que ça t'amène à inclure dans qu'est-ce qui est pertinent, c'est faut que tu commences qu'est-ce qui est pertinent pour moi. Mais après ça, tu sais, c'est un peu l'histoire que je contais tantôt, c'est que tu commences dans le milieu, puis là, tu te dis, mais je m'en vais-tu à droite, je m'en vais-tu en gauche, je m'en vais-tu en haut, je m'en vais-tu en bas. Au moins, tu peux te poser la question, puis tu peux prendre le choix. Mais maintenant, tu sais que tu as le choix, c'est pas plus facile, finalement. Ah, et puis, faut encore avoir le temps de se poser la question quand ton boss est derrière ton épaule à te souffler, quand est-ce que le truc va être résolu, quand est-ce que le truc va être résolu, quand est-ce que le truc va être résolu. Et pour les gens qui écoutent là, faudrait pas que y ait la croyance au travers ce qu'on dit que au pays n'est que dans l'émergence des anomalies, parce qu'il y a aussi le respect de ce qui est utile à un instant T. Dans l'introduction, en fait, j'ai dit, bah voilà, moi aujourd'hui, les piliers que j'ai envie de respecter, c'est les piliers intimité, co-créativité et puis liberté. Là, pour le coup, c'est vrai aujourd'hui, ça ne le sera peut-être pas dans 2 ans, mais aujourd'hui, par contre, c'est des choses que je respecte au plus haut point, en fait, et c'est l'histoire que je veux me raconter parce que ça m'est utile, en fait. Et donc, je suis pas tous les matins en train de me dire, mais l'intimité, est-ce que c'est bien toujours relevant aujourd'hui, même si la pratique me permettra peut-être d'être à l'écoute d'une anomalie qui va surgir dans 1 an, en fait. Et là, il y a un équilibre à trouver qui est, bah, tu as utilisé le mot humilité, Jean, qui est plein d'humilité, quoi. C'est-à-dire que on peut pas être en permanence dans une redéfinition et en même temps, on doit être presque prêt tous les jours à initier un premier pas de redéfinition, quoi. C'est clair que c'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident que collectivement, on a besoin d'un certain nombre de structures avec une certaine stabilité pour pouvoir fonctionner. On le voit dans n'importe quel groupe, association ou entreprise, équipe qui, sous un prétexte de liberté, refuse toute structure, ça devient vite ingérable. Et en fait, passe ton temps à essayer de régler des choses qui peuvent effectivement se régler avec un certain cadre, certaines règles, et ainsi de suite. À l'opposé de ça, des fois, il y en a un peu trop, c'est-à-dire et qui déresponsabilise complètement les humains. J'écoutais un podcast récemment, il faudrait que je retrouve, je mettrai en lien les références, mais il parlait d'une entreprise où les gens avaient
les vacances illimitées dans un cas, et puis la détermination de sa propre rémunération dans l'autre cas, collectivement. Et pour moi, c'est si on en arrive justement à créer un collectif qui peut se permettre ça, on peut quand même rester des fois coincé aujourd'hui par des législations qui refusent de tolérer ça dans une entreprise, toi, par exemple. Et donc, comment est-ce qu'on se donne des règles qui nous sont utiles aussi longtemps qu'elles nous sont utiles et qu'on est capable de les re-questionner, les redéfinir avec une intention qui reste positive pour l'ensemble, pour le plus grand nombre, en fait. Et aujourd'hui, globalement, moi, c'est pas la lecture que j'ai de notre société aujourd'hui, où il y a des règles qui sont édictées et renforcées par des gens qui sont dans des positions de pouvoir et qui ont assez peu, voire pas du tout, de considération pour le reste de la population. Et en même temps, quand je me retrouve dans des situations où j'ai moi-même un certain pouvoir, je peux voir à quel point c'est difficile de tenir compte de cette globalité-là, parce que c'est même pas j'ai du mal à savoir ce qui est bon pour moi, alors savoir ce qui est bon pour les autres, ça devient un vrai défi, quoi. Mais ça revient quand même au concept d'humilité qui est, on dirait que la notion de droit et responsabilité, si tu veux, elle est tellement intime. Donc, avec les droits que tu te donnes, tu irrites la responsabilité que ces droits-là te donnent finalement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se rappeler que soit on prend trop de responsabilités ou on se donne pas assez de droits ou inversement. Donc, comment on fait pour garder cette homéostatie-là en respectant un système existant, sans transgresser et en même temps sans se faire suffoquer par le système? Et donc, c'est de le nommer et de reconnaître, si tu veux, sa valeur, finalement, la valeur de chaque système qui peut exister et ses limites. On a abordé pas mal de sujets jusqu'à maintenant, et je suis curieux par rapport à notre point de départ sur le avant-après que Freddy nous avait partagé, et puis la proposition de valeurs confrontantes que ça générait. Et je pense j'ai l'impression qu'on a exploré ce que c'est. J'ai l'impression qu'en tout cas pour moi, c'est pas confrontant, et du coup parce que ça fait partie des choses qu'on fait ensemble depuis longtemps. Mais je suis curieux, où est-ce que vous en êtes par rapport à ce point de départ, par rapport à cette notion de se regarder voir, par rapport à cette notion de valeur confrontante. Si je reviens sur cet aspect-là un petit peu, quelle est votre expérience de ça maintenant? Ou est-ce que les idées qui émergent pour vous par rapport à ça, qu'est-ce qui a changé en fait depuis le début de la conversation quand je prononce ces mots-là de proposition de valeur confrontante, ou le mot de se regarder voir? Qu'est-ce qui a changé depuis le début de l'appel? Là, ce qui vient tout juste d'émerger, c'est que le mot confrontant est trop confrontant. C'est-à-dire qu'il enferme, en fait. Il a quelque chose de définitif en lui, alors que notre discussion était beaucoup plus générative. Donc, il mériterait d'évoluer, en fait, ce mot-là confrontant. Donc là, c'est ce qui vraiment émerge de cette discussion-là. Le deuxième point qui émerge un peu, c'est que j'ai utilisé le terme abstraction au départ, et peut-être bien que pour ceux qui nous écoutent actuellement, là, je prends des lunettes parce que je fais une hypothèse et je suis en train de faire une projection que pour certains d'entre eux, on est beaucoup trop dans l'abstraction, et ok, ça veut dire quoi au quotidien pour eux, et je comprendrais cette réflexion-là, et de la même manière que j'ai fait la référence
aux grandes terrasses. Je trouve que les grandes terrasses, ça a été pour moi un moyen d'accéder à cette... je sais pas si c'est une connaissance là, mais toucher du doigt tout ce dont on a parlé aujourd'hui, mais par l'expérience. Et je trouve que c'était la grande vertu de la grande terrasse, c'est de le vivre plutôt que d'essayer de le conceptualiser, parce qu'évidemment, quand on essaye de conceptualiser, euh, c'est plus compliqué en fait. Euh, donc ça, c'est les deux éléments qui sont venus. Moi, le thème principal qui monte après toute la belle conversation qu'on a eue, c'est le mot de transgression. C'est c'est à quel moment est-ce que je transgresse un système qui a le potentiel d'amener un certain niveau de cohérence à un certain nombre de personnes pour accomplir quelque chose de génératif. Et comment tu fais pour identifier la conception, si tu veux, qui honore un système, qui soit abstrait ou qui soit concret? C'est comme à quel moment est-ce qu'on est en mesure de honorer l'expérience directe qu'on a du moment, qui est perso, de la représenter et même d'aller jusqu'à faire une représentation de cette représentation-là pour être capable de l'objectifier, pour être capable de nommer le système qui embrasse les trois éléments ensemble, si tu veux. Et si on a tout ça comme objectif et qu'on on est en mesure, si tu veux, d'honorer plusieurs systèmes en parallèle et de regarder l'effet des coactions que ces systèmes-là ont sur l'entreprise, sur la société, sur l'humanité, etc., sans avoir des ambitions qui sont comme pathologiques même, tu sais, c'est on va changer la société, c'est comme, c'est wow, 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 tu sais, c'est énorme, là, tu vas pas changer le monde, c'est évident, mais on peut changer ensemble le monde qu'on vit ensemble au moment où on le vit. Moi, le point qui... je suis d'accord avec toi, Freddy, quand tu disais que confrontant, ça enferme. Au fil de la conversation, je me suis rendu compte de cet aspect-là. Quelque chose autour du challenge, pour moi, qui est un mot plus, ouais, plus ouvert, en tout cas, qui représenterait un peu plus mon expérience. Ce qui reste, notamment avec ce que tu viens de partager, Jean, c'est que pour moi, en fait, j'ai du mal à mettre des mots, à expliciter le pourquoi je fais ça. Pourquoi j'ai besoin d'expliciter le système, tu sais, c'est versus juste vivre dedans et puis être un peu ce que je dirais un peu en mode pilote automatique. Tu sais, faire comme la norme au sens de la majorité des gens qui font quelque chose. Et, euh, Et ouais, ça ressort là dans cette phase où finalement en posant la question, en vous écoutant, la question un peu autour de la synthèse et puis de revenir un peu finalement à la question, au point de départ, c'est ça qui ressort. C'est que je me rends compte que pour moi, c'est de l'ordre d'une forme d'intuition profonde qu'il y a quelque chose là, mais j'arrive pas à nommer le pourquoi. Et finalement, ça amène peut-être à la quête la quête qu'on avait de dire est-ce qu'il y a une offre, un produit, quelque chose que tu sais, c'est quoi tu parlais du problème, comment est-ce qu'on nomme le problème et ainsi de suite. Mais peut-être qu'on arriverait à nommer le problème si nous-mêmes on arrivait à dire pourquoi c'est important pour nous de faire ce truc-là. Et c'est vrai que je me rends compte encore une fois, et puis là c'est vraiment présent maintenant que j'arrive pas à nommer le pourquoi c'est important pour moi. Et pourtant, il y a une espèce de conviction profonde, enracinée, que c'est vital pour franchir les étapes qui sont devant nous en tant qu'humanité et d'essayer ouais, d'en faire
une pratique intégrée, que j'ai pas à y penser, mais que ce soit présent en moi, dans ma façon d'agir, d'être en permanence. Donc c'est ça qui est remonté pour moi là avec ça. Oui, Freddy, je t'entends pas. On t'entend pas, Freddy. Allô, Ok. petit souci technique. Ah, on t'a entendu là. Je vais tenter autre chose, mais là, le son va être moins bon. Ok, c'est pas grave. Ok, je vais continuer quand même comme ça. Ce que je voulais partager, c'est que euh, je ne sais pas si c'est une anomalie, puis alors j'ai pas du tout la prétention de le dire, mais ce qui est saillant, c'est et il y a presque un paradoxe, et j'adore les paradoxes. C'est la force de ton pourquoi et en même temps la force presque de conviction. De l'intérêt d'OPI pour arriver à une société qui est globalement plus générative et les deux coexistent en fait et je trouve que OPI justement c'est aussi une manière d'accueillir ces paradoxes-là et ça pourrait nous amener à une autre à un autre podcast et on serait dans l'application de pays quoi et c'est beau et merci encore du partage très bien. J'ai l'impression qu'on pourrait aller gentiment vers la clôture à partir de là, pas non plus prolonger de trop pour que ça reste écoutable. Et je suis curieux avec quoi est-ce que vous repartez euh, et qu'est-ce qui vous a manqué euh, au cours de cette conversation? Moi, personnellement, il m'a rien manqué, mais j'ai comme ce désir plus explicite pour moi de qu'est-ce que ça veut dire respect, qu'est-ce que ça veut dire empathie, qu'est-ce que ça veut dire compassion, qu'est-ce que ça veut dire de me présenter avec une empathie de moi-même, une empathie des autres, sans penser que finalement j'ai tout compris, que ma compassion, le verbe de peut-être l'empathie, finalement, soit plus ajusté à respecter et de ne pas faire de transgression continue qui semble, jusqu'à un certain point, nous empêcher d'être intimes. Alors, donc, cette intimité-là implique tellement de vulnérabilité, de responsabilité. Je deviens de plus en plus confortable à savoir que finalement, j'atteindrai pas ce que j'espère vivre, mais de le vivre, c'est de continuer à essayer. De mon côté ce que je peux partager deux choses bon la première c'est toujours cet énorme plaisir là d'échanger ensemble même si là on est dans un cadre euh, qui tient pas de la figure imposée et néanmoins si on avait été dans une discussion, si on n'avait pas été dans le cadre de ce podcast, on serait certainement autorisé, et je me serais certainement autorisé, à, 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 à chercher plus d'anomalies, à mettre des mots sur plus d'anomalies, pour avoir une discussion qui soit moins fluide, parce que ce qui est à la fois beau et pathétique, allez, utilisons les mots des opposés, c'est un plaisir fou dans la fluidité de notre conversation, et pathétique parce que presque trop beau en fait. Ouais. La prochaine fois, on pourrait infliger des anomalies et de complètement devenir complètement déséquilibré.
En tout cas, merci beaucoup, Trevor, de nous avoir offert Ouais. cet espace, ton espace. Ouais, pour ma part, merci à vous. Ça, c'est la chose, je voulais vraiment vous remercier. Moi, j'ai passé un excellent moment. Ces questions, ces questions, je sens une forme d'émotion là qui est présente. Ça me touche de pouvoir avoir ces conversations et oser appuyer sur le bouton enregistrer et oser les mettre dans un espace public. J'ai l'impression que c'est une forme qui permet je cherche pas à rejoindre des gens, mais à indiquer s'il y a des gens qui tombent dessus que ça existe. Voilà, il y a des gens qui font des choses comme ça, et donc de pouvoir accueillir justement des personnes qui seraient dans cette envie d'avoir d'explorer et puis de créer quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui m'a manqué? Peut-être des silences. Je me suis aperçu que par rapport à certaines autres conversations, il y avait moins de silence que d'autres conversations qu'on a pu avoir ensemble. Je me voyais effectivement à certains moments être déjà avoir un espèce de mécanisme de traitement en cours en permanence, là où certaines fois ou certains moments dans ma journée, je m'autorise plus à ne pas traiter au fil de l'eau, à laisser des silences et à voir comment les choses émergent à partir du silence. Après, quand on est je pense que le fait de savoir que ça tourne et qu'on est en ligne et qu'il y a des gens qui écoutent, écouter des minutes entières de silence en podcast, c'est pas le truc le plus fun. Donc voilà. Mais c'est très marrant que tu partages ça parce que, en effet, au moment où tu partages, je me dis, mais dans mon système à moi, il y a une convention qui dit que quand c'est un podcast, faut pas laisser trop de blanc. Mais d'où elle vient cette convention, quoi. Mais je l'ai appliquée, hein, bêtement. Petite question aussi. Je viens du monde de l'inspection et de l'adaptation, et ça fait aussi partie de d'un peu ce dont on a parlé. Qu'est-ce que vous verriez qui serait une évolution, une amélioration du podcast, de ce genre de ces interviews que j'ai envie de mener comme ça sur une base régulière? La dernière fois, Maria a nommé être à plusieurs sur l'appel pour que ce soit plus une conversation. Le schéma d'aujourd'hui a coché cette expérimentation-là, d'une certaine manière. Et qu'est-ce que vous verriez, vous, qui serait une évolution, une expérimentation, une amélioration à proposer? De passer de 3 à 4, finalement. Je dois concéder qu'il y a rien qui me vient en tête, là, Trevor. C'est-à-dire que cette impression que ce qu'on devait faire et devait vivre, on l'a vécu, on l'a fait. Et j'ai bien du mal à identifier un chemin d'amélioration, là, sans dénaturer ce qu'on vient de faire. Nice. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi, Trevor. Et à très bientôt. OK. Merci, Salut. Jean. Ciao. Ciao, ciao. Bye.
Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que l'épisode t'a plu. Ce que tu peux faire pour le faire connaître et le partager, c'est de le diffuser autour de toi aux personnes que tu penses qu'ils pourraient l'apprécier. Et aussi et surtout, mettre 5 étoiles à cet épisode, t'abonner sur ta plateforme de podcast ou YouTube selon l'endroit où tu l'as écouté. Et surtout, t'abonner à la newsletter. Se regarder voir, se-regarder-voir.com. Tu reçois chaque semaine, chaque 2 semaines, selon la fréquence à laquelle je publie l'épisode, un article et ou un audio. En tout cas, merci. J'espère que tout cela t'a plu et on se retrouve très prochainement, à la fois avec de nouvelles entrevues comme celle-ci et à la fois avec les billets que je poste régulièrement qui sont plus des petits hebdos, des petites introspections perso. À très bientôt. Au revoir.